Bonjour, aujourd'hui on va résoudre la question 2 de l'examen spécial d'admission à l'ULB partie algèbre. Pour cette question, on nous demande pour quelle valeur du paramètre K cette équation du second degré admet-elle petit a deux solutions complexes, petit b deux solutions réelles distinctes dans le produit vaut 1. Tout d'abord, avant de commencer, on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation du second degré. Parce que là, c'est clairement une équation du second degré parce que la plus grande puissance de x vaut 2. Donc, petit rappel théorique, si j'ai une équation du second degré définie de façon générale sous la forme de ax au carré plus bx plus c avec a, b, c des nombres réels, j'aurai comme racine qui vaut moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a, qui est la formule générale pour trouver les racines d'une équation du second degré. Naturellement, cette formule peut être redémontrée si ça vous fait plaisir. Vous pouvez le faire à la maison. Alors, je peux faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on arrive à cette formule assez générale, assez complète. Mais un truc important à noter dans cette formule, dans la formulation de l'équation du second degré, c'est que le paramètre a doit toujours être différent de 0, ou alors la constante a. Pourquoi? Il y a deux raisons particulières. Déjà, si a vaut 0, mes racines vont être indéterminées parce que j'aurai à la fin un certain nombre divisé par 0 qui me donne l'infini ou alors moins l'infini qui n'appartient pas à R ou alors qui n'est pas défini dans R. La seconde raison, c'est que si A vaut 0, mon équation du second degré va retomber à une équation du premier degré puisque je n'aurai plus de terme en x carré. Et dans ce cas, je ne parle plus de deux solutions alors de formule générale pour résoudre une équation du second degré. À présent, examinons la nature de mes racines. Est-ce que mes racines sont réelles, complexes, imaginaires? On va voir dans quel cas définir cette nature-là. Donc, commençons par poser delta d'être b carré moins 4ac. Si delta est positif, qu'est-ce que j'ai? J'ai la racine carrée d'un nombre positif qui me donne un nombre qui est réel, moins b qui est un nombre réel, dont la somme de deux nombres réels me donne un nombre qui est réel. Divisé par un nombre réel, j'ai à la fin toujours un nombre qui est réel. Donc pour delta positif, j'ai des racines qui appartiennent tous à R, donc des racines qui sont tout le temps réelles. Si delta vaut 0, j'aurai b carré moins 4ac qui va valoir 0. J'aurai moins b plus ou moins 0 divisé par 2a. Moins b plus ou moins 0, ça ne change pas. Donc dans ce cas, je retrouve juste une seule racine qui vaut moins b sur 2a. Alors dans ce cas, x1 et x2 ça vaut la même chose. Ici, j'ai deux racines semblables. Ici, on appelle ça des racines qui sont doubles. Si delta est négatif, alors dans ce cas, j'ai la racine carrée d'un nombre négatif. Et en secondaire, on a vu que la racine carrée d'un nombre négatif me donne un nombre qui est imaginaire ou alors un nombre qui est complexe. Donc dans ce cas-là, j'aurai des racines qui vont être imaginaires. Donc à présent, avec ce rappel théorique, on peut facilement entamer la question 2A. Donc commençons avec la question 2A. Premièrement, je pose ma condition d'existence due au fait que le terme en x carré doit être non nul, donc x plus 2 doit être différent de 0, alors k doit être différent de moins 2. Donc si les deux racines sont complexes, comme vu dans le rappel théorique, delta doit être d'office inférieur à 0. Je sais que delta c'est b carré moins 4ac. Donc j'applique la formule b carré, donc moins 2k au carré, j'ai 4k au carré, moins 4ac. Ensuite, je fais une double distributivité. Si je fais une double distributivité, j'aurai 4k carré moins 4 fois, je distribue, donc je détaille, j'ai 2x au carré moins 3k plus k moins 6, donc là j'ai tout simplement k, et je mets les termes ensemble, les termes en k carré ensemble, les termes en k ensemble et les constantes ensemble. Donc là j'ai 4k carré moins 8k carré, ce qui me donne moins k carré. J'ai k fois moins 4, donc j'ai moins 4k, et j'ai moins 4 fois moins 6, j'ai plus 24.
Donc là, je vois que mon équation est divisible par 4 et j'enlève le moins là pour l'écrire de façon plus jolie. Donc je divise tout par moins 4. Là, j'ai k carré. Là, j'ai k. Et là, j'ai moins 6. Il est important de noter quand on divise une inégalité, parce que là, c'est plus une équation, c'est une inéquation. Donc si je divise une inéquation par un nombre négatif, le sens de l'inéquation change. Soit diviser, soit multiplier. La division et la multiplication, pour moi, c'est la même chose en réalité. Donc soit diviser ou multiplier par un nombre négatif, le signe de l'inéquation change. Donc dans cette inéquation, j'ai x carré, k carré, désolé pour moi, k carré plus k moins 6 supérieur à 0. Donc ici, je peux facilement factoriser cette équation du second degré en k pour obtenir k plus 3 fois k moins 3 supérieur à 0. Donc je vous laisse faire ça à la maison, comment factoriser une équation du second degré. Ça, c'est de la matière de 3e, 4e secondaire. Il y a plusieurs méthodes de factorisation, bien sûr. Donc à présent, j'aimerais me demander quelle valeur de k vont satisfaire cette inéquation. Donc par expérience, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire. D'autres vont le faire avec un petit tableau, d'autres vont le faire avec un schéma, d'autres vont calculer les valeurs aléatoires et essayer de borner la valeur de k. Mais moi, je vais vous proposer une approche plutôt sophistiquée et assez élégante. Donc, si j'ai l'équation d'une parabole sous la forme de ax au carré plus bx plus c, avec deux racines qui sont réelles. Donc, je peux décider de représenter ma parabole graphiquement. Donc, je représente ma parabole. Comment représenter ma parabole? Il y a juste un seul paramètre qui va m'aider dans la représentation. C'est le signe de A. Si le signe du paramètre A est négatif, j'aurai une parabole avec une concavité vers le haut, c'est-à-dire dans ce sens. Et j'ai bien précisé que cette équation admet deux racines qui sont réelles. Donc les deux racines sont x1 et x2. Donc là, j'ai ma parabole qui coupe l'axe des x et j'ai une concavité qui est positive. Et dans cette représentation graphique, il y a certaines régions qui sont assez pertinentes. On a cette première région qui représente la zone où y est tout le temps positif. On a une deuxième région qui représente la zone où y est tout le temps négatif, et pareil dans l'autre sens, y est tout le temps négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une équation du second degré avec par exemple y inférieur à 0, j'aurai quoi comme solution? Si je veux y inférieur à 0, je dois prendre la zone à l'extérieur de ma parabole, la zone avant d'arriver à x1 et la zone après x2. Donc ma solution dans ce cas, c'est toutes les solutions de moins l'infini non inclus à x1 non inclus, x2 non inclus à plus l'infini non inclus. Pourquoi x1 x2 non inclus? Parce que je veux strictement inférieur à 0. Pourtant à x1 et x2, on sait que c'est les racines, et les racines sont les solutions telles que y est égal à 0. À présent, si je veux les solutions pour y positif, dans ce cas, je me place à l'intérieur de ma parabole, c'est-à-dire les solutions entre x1 et x2 non inclus, parce qu'on a bien de dire que x1 et x2 sont les solutions pour y est égal à 0, comme précisé dans ma formulation. Donc, si A, dans le second cas, est positif, qu'est-ce qui se passe? Une parabole avec une équation du second degré avec A qui est positif, c'est une parabole avec une concavité vers le bas. Si ma concavité vers le bas, mes racines sont réelles, donc j'ai toujours une racine x1 et j'ai une racine x2. Cette fois-ci, la partie du bas représente la région où y est tout le temps négatif. Dans cette région, y est tout le temps négatif, et dans cette région, y est tout le temps positif. Donc si je veux résoudre une inéquation du second degré avec y positif, donc une inéquation du second degré avec le symbole plus grand que 0, mes solutions dans ce cas vont être toutes les solutions de moins l'infini non inclus à x1 non inclus, par la suite dans union de x2 non inclus à plus l'infini non inclus, qui est l'opposé de ce que j'ai ici. Dans les façons mémotechniques, il faut se dire que le signe de A est en réalité contre-intuitif. Donc si A est positif et négatif, concavité vers le haut. Si A est positif, concavité vers le bas.
Et ensuite, avec l'image des concavités, tu peux directement savoir où se trouvent les différentes régions de ton inéquation. Et avec ça, tu peux directement en déduire tes solutions, sans faire de tableau, sans faire de calcul supplémentaire. C'est purement géométrique, on va dire. C'est purement représentatif. Donc ici, pour y négatif, mes solutions se trouvent à l'intérieur de mon intervalle. Donc, ce petit rappel est ma méthode à moi de facilement résoudre des inéquations. Je sais qu'il y a plusieurs autres méthodes avec des tableaux de variation, des tableaux de signes, mais c'est pas très important. Ça, c'est une méthode qui est assez visuelle, qui est validée par le jury de l'examen d'entrée et par tous les adeptes des mathématiques, qui est assez élégante, assez visuelle. Avec ça, il n'y a pas moyen de se tromper. Avec un tableau, tu peux faire une faute de signe, une faute calculatoire, une faute de distraction, et tu n'as pas vraiment de feedback ou de retour par rapport à ta résolution. Donc, passons avec notre problème. Donc, notre problème en réalité, c'est une parabole à concavité vers le bas parce que A vaut 1 qui est négatif. Donc, je sais que mes solutions, c'est K qui vaut de moins l'infini non inclus à moins 3 à 2 plus l'infini. Donc, moins 3 et 2 étaient les racines de cette équation du second degré que vous pouvez vous amuser à calculer. Mais on l'avait déjà factorisé tout à l'heure. Donc, avec les racines connues, et les racines, on peut le trouver de plusieurs façons, en factorisation, ordinaire, formule générale, c'est comme tu veux. L'important, c'est d'avoir les racines. Donc, dès que j'ai mes racines, dès que je comprends ma concavité, je sais directement quelles sont mes solutions. Donc, par la suite, on va passer à la deuxième question, la question B. Pour la question B, qu'est-ce qu'on avait? On avait si les deux racines sont réels distincts et les produits vaut 1, la première condition est que le delta doit être positif pour avoir des racines réelles. Donc la structure est identique. On a toujours une inéquation du second degré. Mais dans ce cas, avec y qui est négatif, avec y inférieur à 0, avec la même concavité parce que la structure est identique. Dans les solutions, c'est de moins 3 à 2. Alors c'est une première condition qui nous donne l'intervalle des valeurs possibles de k. La deuxième condition, c'est que x1 fois x2 doit être égal à 1. C'est-à-dire que le produit de mes deux racines doit me donner 1 à la fin. Donc, certaines personnes auront plutôt l'habitude de vouloir passer par la formule générale, c'est-à-dire de calculer x1, calculer x2, faire le multiple, faire le produit entre les deux, l'égaler à 1 et fixer une condition pour k. Pour moi, cette méthode est beaucoup trop longue, pas du tout efficace et une preuve d'incompréhension totale des équations du second degré. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement, pour résoudre ça, je vais faire encore un petit rappel, mais un rappel assez utile. Donc, si je définis une équation du second degré sous cette forme, il est important de noter que alpha et bêta sont des nombres réels et que devant le x carré, donc là j'ai fait une faute, désolé pour moi c'est x carré, ici normalement, devant le x carré, je dois toujours avoir 1. Avec x1 et x2 qui sont des racines qui appartiennent à R ou C. Donc x1 et x2 peuvent être des racines réelles ou complexes. Donc mon raisonnement qui va suivre va être juste pour des racines réelles et pour des racines complexes. Donc, je vais me permettre de corriger ça tout de suite. X carré. Voilà. Donc, avec x1 et x2 qui appartiennent à R ou C, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc ici, je vais un peu passer la justification des propriétés qui vont suivre. On peut le faire facilement à la maison. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est une propriété de factorisation qui est assez connue. La somme des deux racines de cette équation va toujours être égale à moins alpha et le produit des deux, x1 fois x2, va être égal à bêta. Donc cette propriété, c'est généralement ce qu'on utilise pour factoriser une équation du second degré en se disant quels sont les deux nombres tels que quand on les multiplie ensemble on a bêta et quand on les additionne ensemble on a alpha. Ensuite on les factorise, après on trouve les racines. Là je réutilise juste cette propriété. Pourquoi? Parce qu'avec cette propriété, je sais directement quelle est la valeur du multiple de mes racines, c'est-à-dire x2 fois x1. Je sais directement que le multiple des deux me donne bêta. Et ça va être assez important parce que ce que je vais faire, je vais transformer notre équation du second degré, qui était ça, sous cette forme pour appliquer cette propriété. Donc, pour le transformer, je peux le faire assez facilement. Je peux diviser tout par x plus 2 sans souci, parce que j'avais déjà défini que x plus 2 était non nul, en disant que k est différent de moins 2. Donc si je fais ça,
là, je remarque que cette équation ressemble fortement à ça. Donc là, j'ai une équation du second degré avec bien 1 ici. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est très très important de le noter. Ça ne marche que quand on a 1 devant le x carré. Si on n'a pas 1 devant le x carré, ça marche pas. Donc, dans cette équation, moins 2k sur k plus 2, c'est mon alpha. Et 2k moins 3 divisé par x plus 2, c'est mon bêta en question. Donc, je sais que 2k moins 3 divisé par x plus 2 doit être égal à 1. Parce que la question, c'était pour quelle valeur de k est-ce que le multiple de mes solutions est égal à 1. Donc là, j'ai 2x moins 3 divisé par k plus 2 qui est égal à 1. J'arrange tout, donc je multiplie 1 fois k plus 2. J'ai 2x moins 3 qui est égal à k plus 2. Ensuite, j'essaie d'isoler le k, ça c'est direct. K est égal à 5, mais 5 n'appartient pas à l'intervalle moins 3 et 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir deux racines, donc le produit me donne 1, mais ces racines-là n'appartiennent pas, ne sont pas nécessairement des réels. Je ne sais pas si vous comprenez la contradiction de ce résultat. Donc ce résultat me dit tout simplement que, ok, pour cette équation, je peux bien avoir deux racines en fonction des cas qui me donnent, dont le produit vaut 1, mais ces racines ne sont pas nécessairement des réels. Donc dans ce cas, je n'ai pas de solution puisque mes deux conditions ne sont pas satisfaites. La première condition, c'était d'avoir des racines réelles. Et la deuxième, c'était que le multiple des deux me donne bien 1. Et le multiple des deux me donne 1, mais pour cette valeur de k, mes solutions ne sont plus des réels. Donc, ces 5 n'appartiennent pas à l'intervalle moins 3, 2. Donc, dans ce cas, je n'ai pas de solution. Mais là, on vient de terminer la résolution du petit b. Donc, comme d'habitude, merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater. Je pense que je vais poster de nouvelles vidéos. Il me reste encore la partie géométrie. Ensuite, je vais passer d'année en année. Et je vais essayer vraiment de traiter des thèmes assez différents. Ensuite, je vois une question qui se répète par rapport à une question similaire en trigo, en algèbre ou en géométrie en analyse. Je ne vais pas essayer de faire des questions très semblables, mais vraiment essayer de traiter des cas assez différents. Et tout récemment, j'ai aussi posté des questions de vulgarisation scientifique, un peu des questions physiques, en maths, pour essayer un peu de motiver des gens pour cultiver la culture scientifique. J'ai un peu parlé des ouvertures et des filières politiques. Il y aura pas mal assez de contenu, mais dans quelques semaines, je recommence ma rentrée. Je ne serai pas assez actif, maximum 2-3 vidéos par semaine si j'ai le temps, bien sûr. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas aussi on donne aussi des cours particuliers en maths, physique, chimie, en secondaire, à l'université aussi pour des examens d'entrée, en polytech, en médecine aussi, maths, physique, chimie. Et voilà. Si vous avez besoin de documents pour lire un peu, pour réviser la matière, j'ai aussi des liens que je vais peut-être mettre dans la descriptif, des livres qui contiennent on va dire, la matière de l'examen d'entrée, que moi je recommande particulièrement, parce que je travaille avec ça avec mes élèves et j'ai travaillé avec ça, c'est assez complet. Donc sans trop tarder, merci et au revoir, bonne journée.